Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce en grande primeur. Demain, c'est le retour de Cybèle. Ben oui, je me suis ennuyée, moi, maintenant que Cybèle est avec nous, puis qu'elle est tout le temps à nos côtés. On finit par s'en ennuyer quand elle n'est pas là. Donc, elle revient demain d'un voyage au Portugal. J'espère qu'elle va nous raconter tout ça. Plus tard dans l'émission, on va parler avec quelqu'un de la SPCA au sujet justement de cette histoire qui est vraiment absolument très triste. Le fait qu'il y ait une augmentation historique du nombre d'abandons d'animaux parce qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui refusent de louer à des gens qui ont des animaux et la SPCA demande carrément qu'on interdise d'interdire. Vous vous souvenez de la fameuse phrase en mai 68, il est interdit d'interdire. Ils veulent qu'on interdise aux propriétaires d'interdire la possession d'animaux dans les locations. Ça, on va en parler plus tard dans l'émission. Mais d'abord, je veux faire un suivi sur une histoire. Ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle. Jacques Teasdale, cet ancien journaliste qui est décédé en juillet l'année dernière dans des conditions absolument épouvantable. Et depuis le décès de Jacques Teasdale, sa famille, et en particulier son fils Olivier, se battent pour dénoncer la façon dont Jacques a passé les derniers mois de sa vie, vraiment des conditions assez déplorables dans le système de santé québécois. Donc, on voulait faire un suivi avec tout ça, avec Olivier Teasdale qui est avec nous à l'instant. Monsieur Teasdale, bonjour. Bonjour. Écoutez, on s'est parlé à plusieurs reprises. Une des fois où on s'était parlé, vous nous aviez expliqué qu'il y avait quelqu'un dans le système de santé qui avait pu vous raconter différents événements qui s'étaient produits auprès de votre père. Et exactement. Là, ça vous avait permis, vous, de dénoncer ça sur la place publique. Et ce qu'on apprend dans votre dernière publication sur les médias sociaux, c'est que des infirmières qui avaient eu le courage de dénoncer ça, elles ont été suspendues. Alors, il faut que vous nous expliquiez les détails parce que moi, les deux bras m'en tombent. Exactement. Écoutez, on a été mis au courant de ça cette semaine. Les infirmières qui ont pris le temps, puis il faut le dire, c'est des infirmières qui ont pris du courage, leur cœur, pour venir dire ce qui s'est passé avec mon père. On parle de l'oubli de suivi, des mauvais soins qu'il a reçus. Ces infirmières-là ont décidé de nous rencontrer puis nous donner un maximum d'informations, mais de façon très, très, très correcte. Ça n'a pas été mal fait. On a posé des questions, ils ont répondu à nos questions. Questions qui étaient légitimes et réponses qui étaient légitimes. Ces infirmières-là ont vu qu'il y avait quelque chose qui accrochait dans le système par rapport aux soins largement et par rapport au suivi médical. Donc, ils ont décidé de dénoncer. Ce qu'on apprend cette semaine, ce qui nous avoue, les bras vous ont tombé, nous, on a trouvé ça hyper révoltant, dans le sens où ces gens-là qui ont du cœur de dénoncer les choses qui se passent mal sont suspendus. Puis, tu sais, on parle de mères de famille monoparentales, ils ont des enfants, des obligations. Et le CHU de Québec, plutôt que de les récompenser en disant « Vous avez bien fait, on va grandir avec ça, puis on va recommencer à nouveau, puis on va faire attention à ce qui s'est passé. » Bien, finalement, on va vous suspendre, puis on va retourner chez vous. C'est assez épouvantable et d'ailleurs, vous interpellez publiquement aujourd'hui le CHU de Québec en leur demandant de réintégrer ces femmes-là parce que sans elles, honnêtement, M. Teasdale, on n'aurait pas tout su de l'histoire. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais au moins, grâce à elles, on a des éléments d'histoire. Je veux qu'on montre à l'écran et je préviens tout le monde qui nous écoute à la télé que c'est des images qui sont dégradantes. Donc, on vous remercie, M. Teasdale, de les partager avec nous. Mais c'est des images qui montrent... alors, ce qu'on voit dans le premier cas, c'est... en fait, on voit des taches de sang sur la literie où est alité votre père. Comment on explique ça, qu'il y a des taches de sang et que ce soit pas nettoyé? Je veux dire, c'est pas agréable pour lui, c'est pas agréable pour vous qui allez le visiter, là?
Exactement. Puis ce qu'on nous dit, Madame Durocher, dans ça, puis c'est un peu ça qui est aberrant. Vous savez, mon père, en ayant un cancer du poumon stade 4, avait beaucoup de difficultés à se coucher. Mm. Donc, il voulait pas qu'on le change couché parce qu'il étouffait. Donc, il demandait de le faire debout. Mais pour le personnel qui soignait, qui n'ont pas très bien soigné mon père, faut se le dire, il veut pas qu'on le change ou on laisse ça comme ça. Ça a toujours été ça tout au long Ah de ouais. son hospitalisation. Donc, on a négligé toujours les soins. Puis, assez qu'une des infirmières qui a été suspendue, Mme Durocher, a pris de son temps personnel, un dimanche soir, des heures de midi, à aller Ah. s'assurer que Jacques avait des bons soins, puis elle a été suspendue. Je vous répète que cette infirmière-là a pris de son temps personnel pour aller voir mon père, pour s'assurer que les soins étaient bien. Elle a fait des recommandations à l'oncologue qui, par la suite, ont décidé d'agir un petit peu plus tard, ou 2 ou 3 jours, où mon père, malheureusement, est décédé. Mais cette infirmière-là, je vous répète qu'elle a pris son temps personnel et aujourd'hui, elle est chez elle, sans salaire, parce qu'elle nous a donné de l'information et elle a décidé de dénoncer les mauvais soins que mon père a subis durant sa courte hospitalisation d'une quinzaine de jours. C'est absolument incroyable. Donc, vous avez rencontré le commissaire aux plaintes du CHU de Québec. Exactement. Qu'est-ce que vous avez appris de plus? Parce qu'on sait qu'il y a une enquête. Enfin, vos différentes prises de position dans les médias, vous et le reste de la famille, ça a fait en sorte que les choses ont bougé. Mais Oui. qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre avec le commissaire aux plaintes au Ben, CHU de je Québec? vais vous dire que depuis toutes les enquêtes qu'on a demandées, on a quand même eu celle du commissaire qui a été lancée par le CHU de Québec et celle du coroner. Celle qu'on attend le plus, bien entendu, c'est celle du coroner parce Bien que sûr. on savait que l'enquête du CHU de Québec nécessiterait peut-être à plus donner une certaine protection au CHU de Québec. Ce qu'on apprend, c'est que on nous dit que si mon père avait été en soins palliatifs, il aurait eu des meilleurs soins. Pour reprendre la phrase du commissaire, c'est M. Tisdale n'a pas eu le droit à de bons soins parce qu'il n'était pas en soins palliatifs. Vous savez que ça m'a fait un peu sursauter quand j'ai lu et entendu ça hier en me disant, qu'on soit aux soins réguliers, aux soins palliatifs, peut-on avoir Mm. droit aux mêmes soins, avoir des soins égaux? Je pense que c'est ça qui est important. Mm. On peut pas être mal soigné parce qu'on est sur un étage ou sur un autre étage. Je veux dire, on a le droit d'avoir les mêmes soins puis d'exiger les mêmes soins aussi en même temps. Donc, c'est toujours à chaque fois que je vous interviewe, parce que c'est pas la première fois qu'on se parle, Monsieur Tisdale, c'est toujours une question de dignité. Alors, tout à Exact. l'heure, on a montré 2 images où on voit votre père qui est forcé, en fait, d'être sur une literie qui est souillée, hein, qui est pleine de taches de sang. Mais il y a d'autres images difficiles aussi que je veux qu'on regarde. Donc, je vais demander à Jean-Philippe de retourner les images. Voilà, merci, t'as tout compris, Jean-Philippe. C'est exactement là que je m'en allais. Donc, en fait, on voit, je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent à la radio. En fait, je suis vraiment désolée, mais je vais vous demander, M. Tisdale, de décrire vous-même, Jean-Philippe, Oui, je vois. sur ces images-là. Je vais le faire pour vous, Madame Durocher, parce Oui. que cette image-là a quand même une importance. Parce que vous savez, dans le dossier de mon père, on a souvent mentionné que mon père était laissé nu avec la jaquette au niveau des parties génitales. Oui. Et sur celle-ci, par respect pour mon père, on n'a quand même pas montré son visage, mais pour celle-ci, vous pouvez voir la jaquette qui est pliée sur sa cuisse, qui cache les parties génitales. Il est complètement nu. Il y avait froid en plus cette journée-là quand on est arrivé. C'était continu. On lui disait qu'il prenne le temps de s'habiller, mais c'est parce que ses 2 bras ne fonctionnaient plus. Pratiquement pas capable de lever ses bras. Fait qu'on voulait comment qu'il s'habille lui-même. Si on prenait pas le temps de l'habiller, on prenait pas le temps de l'aider à manger. Et c'est toutes des choses qui ont été constatées par les infirmières d'ailleurs, qui ont été suspendues malheureusement. Et ce qu'on voyait également sur ces images-là, c'est ses bras, échymoses. évidemment, sont pleins d'échymoses. Et là, évidemment, quand on est hospitalisé, qu'il y a beaucoup de perfusion, qu'il y a beaucoup de prise de sang, c'est un petit peu normal. Mais ce que ça fait aussi, c'est que, j'imagine... Vous allez rendre visite à votre papa. Vous rentrez dans sa chambre. Les draps sont souillés. Il y a du sang. Ça sent l'urine. On va y revenir un petit peu plus tard. Il est... je sais pas, c'est gênant quand même de voir son papa. Il y a juste un petit bout de jaquette pour cacher son pénis. Exact. Mais je veux dire, c'est humiliant. C'est Exactement. dégradant. Vous dites le bon mot, c'est humiliant. Puis il faut se rappeler 2 choses. Mon père a été dans cette position-là à l'urgence devant un paquet de gens qui passaient par l'urgence. On comprend que l'enfant Jésus, l'urgence, c'est une autoroute de patients. Il passe beaucoup de gens là. Et aussi la porte ouverte de sa chambre, la porte qui est ouverte face au lit, les parties génitales à l'air, la petite jaquette par-dessus. Et souvent, on prend un plaisir à dire, quand on va à l'hôpital, on a souvent les fesses à l'air. Mais dans le cas de mon père, c'était pas les fesses, là, c'était le corps entier. Et pour nous, c'est humiliant pour lui. Pour nous, c'est dégradant pour lui. C'est quelque chose qu'on n'acceptera jamais
de voir ces choses-là. J'ai montré ces photos-là, le commissaire me dit que ça peut arriver des choses comme ça dans les hôpitaux. Je suis désolé, mais c'est pas dans les standards de qualité qu'on devrait offrir à des patients qui sont malades, qui vont à l'hôpital. Je pense qu'un minimum, c'est d'avoir un patient habillé, un minimum de soins et savoir que notre patient est confortable. Ouais. Alors, dans les notes que vous nous avez envoyées, on voit aussi qu'à un moment donné, mais là, il y a de la terminologie médicale, donc vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, mais vous dites qu'il y a une boîte de carton pour déposer le matériel cytotoxique au bord de la porte d'entrée, sans couvercle. La boîte est pleine et il y a une forte odeur nauséabonde d'urine, principalement, qui s'en dégage. Ensuite, son plateau de dîner est mis sur sa table de chevet. Il n'y a aucun contenant qui est ouvert, aucune surveillance qui est faite pendant le dîner. Il est laissé à lui-même, malgré le fait qu'il soit invalide. Et, je veux dire, j'en ai l'impression d'être dans un hôpital du tiers-monde. En fait, je vous dirais qu'on a l'impression d'être dans une médecine de brousse, mais pour revenir à la poubelle cytotoxique, il faut comprendre que dans ces poubelles-là, c'est des poubelles de carton qui le recyclent. Et c'est des couches avec des excréments, avec de l'urine. Il faut comprendre que l'enfant Jésus, l'été, il fait chaud. C'est 30 à 35 degrés. Les poubelles sont pleines dans les chambres. Et quand je vous parle de celle de mon père, ça inclut probablement plusieurs d'autres chambres aussi. Donc, l'odeur qui s'en dégage, c'est une odeur de mort. Hein. On rentre là puis on pense que ça sent la mort, mais en fait, c'est malheureusement, les couches qui sont pleines, qui sont dans ces poubelles-là, ce n'est pas changé, ce n'est pas vidé. On nous disait à l'époque, la personne qui est responsable de ça manque de temps. Je veux comprendre tout ça. On a offert avec notre équipe ici, les employés qui travaillent avec nous à l'entreprise, d'aller l'acheter pour eux autres, mais on ne peut pas selon leurs normes et leurs protocoles. Mais en même temps, encore là, ça devient un manque de dignité. On laisse une personne dans sa chambre. Vous savez, l'odeur, vous parliez des couleurs d'urine de chien, de caca de chien tantôt. Imaginez-vous la chambre à 35 degrés avec des couches pleines d'urine et d'excréments. C'est pas le fun à vivre. Et pour la personne qui est malade, c'est, je vous dirais, encore plus dégradant. Alors, la raison pour laquelle vous faites cette sortie publique, vous et les membres de votre famille, vous dites c'est pour sensibiliser le monde hospitalier pour évidemment que ces mauvais soins-là ne se reproduisent pas, parce que votre père, on peut pas le ressusciter, mais on peut s'assurer par contre que des gens qui se retrouvent dans la même situation que lui, que ce soit au CHU de Québec ou ailleurs, soient mieux traités. Mais vous allez plus loin, vous demandez évidemment une réintégration des infirmières qui ont été en fait des tireuses d'alerte, qui ont tiré la sonnette d'alarme, et vous rappelez aussi au ministre Dubé que ça fait plusieurs fois, là, votre père est mort en juillet 2024, ça fait longtemps que vous demandez une rencontre avec le ministre. C'est pas parce que vous demandez un passe-droit, puis pas parce que votre père est plus important que d'autres citoyens, mais parce qu'à un moment donné, quand il y a même une enquête du coroner, une enquête du commissaire aux plaintes, à un moment donné, ça devient un dossier d'affaires publiques. Donc, vous avez toujours eu aucune réponse de la part du ministre Dubé? Absolument pas. Vous savez, dans ce dossier-là, on a décidé de le rendre public pour rendre justice à mon père, mais aussi, comme vous venez de dire, pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Hein? Je pense que c'est ça qui est important. C'est ce que mon père aurait voulu dans son métier de journaliste, probablement, s'il avait été encore actif. Il aurait protégé les gens à qui ça arriverait. Puis c'est ce qu'on veut faire pour ces gens-là. Alors, quand on demande une rencontre au ministre, je veux dire, on ne demande pas une rencontre pour régler le dossier. On lui demande une rencontre pour parler avec lui puis expliquer ce que Jacques Teasdale a vécu durant son court combat contre la maladie. Hein, on parle de l'oubli de suivi qui a mené à sa mort en juillet 2024, mais de la mauvaise qualité des soins. Je pense que le ministre se doit, à un moment donné, de prendre un peu de temps puis de rencontrer des citoyens qui ont vécu ce genre de dossier-là. On a accepté de rendre ce dossier-là public. On a accepté de rendre les images publiques, ce que mon père voulait absolument qu'on fasse. Alors, je pense que le ministre, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait, puis je pense qu'on l'a bien fait, je pense que le ministre pourrait prendre 30 minutes dans sa vie pour nous rencontrer puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier de mon père. Encore une fois, une question de dignité. Olivier Teasdale, merci. Je rappelle que vous êtes le fils de Jacques Teasdale, un ancien journaliste de chez nous ici, que beaucoup de gens ont bien connu, décédé en juillet 2024. Merci à vous et à toute votre famille et merci de partager ces images. Je sais que c'est pas facile pour vous de revoir ces images-là, mais c'est important de les partager pour sensibiliser tout le monde en espérant que les hautes sphères du ministère de la Santé vont être sensibilisées à tout ça. Absolument. Je vous remercie beaucoup encore une fois de donner une voix à mon père qui serait assurément heureux de savoir qu'on continue à s'occuper de lui puis que les gens des médias lui donnent la voix pour que ça continue puis que les gens soient bien soignés dans le futur. Absolument. Merci, M. Teasdale. Merci à vous.